Mesdames et messieurs, merci infiniment de nous avoir choisis pour vous informer. Comme vous le savez, l'info scientifique vous informe à travers ses émissions, à travers ses éditions. Comme vous le constatez aujourd'hui, nous sommes à l'Institut national du bâtiment et des travaux publics. Nous sommes venus nous entretenir avec le directeur général, le professeur Cédric Tchubangou. C'est au cours d'un point de presse qu'il va nous donner les bilans depuis qu'il est à la tête de cet établissement sur le plan enseignement, sur le plan infrastructure, pourquoi pas la recherche. Et sans plus tarder, nous vous demandons de suivre ces points de presse, puis nous allons juste arriver après. Bonjour à tous, je salue également tous ceux qui nous suivent partout dans le monde, donc en RDC tout comme ailleurs. Je vais commencer par remercier les autorités qui ont voulu à ce que nous puissions assurer la gestion de l'INBTP, commençant par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État et grand chancelier des universités, ainsi que son Excellence Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, qui ne cesse de nous diriger d'une main de fer afin que nous puissions à chaque fois présenter des résultats palpables et les résultats attendus par la communauté universitaire. Mais je pense qu'il est aujourd'hui important de parler de ce que nous avons pu faire depuis que nous sommes là et ce que nous comptons faire avec l'avenir. Concernant ce que nous avons fait jusqu'à présent, c'est que j'ai hérité d'un INBTP qui avait des difficultés que certains d'entre nous, certains d'entre vous connaissez, notamment les difficultés en rapport avec la gestion des agents, le paiement des agents, mais il y a aussi des difficultés que certains d'entre vous ne connaissaient pas, notamment sur le volet académique et sur le volet recherche. Et pour ce qui concerne déjà la question du personnel ainsi que de toute la communauté de l'INBTP, les étudiants inclus, c'est qu'aujourd'hui, tous les problèmes en rapport avec le paiement, les conditions de vie des agents, nous avons essayé d'améliorer cela. Je pense qu'aujourd'hui, à l'INBTP, la question des impaiements ou bien retard dans le paiement, on n'en parle plus. Donc je pense que c'est des choses qu'on a oubliées. Et moi, personnellement, je le dis souvent, j'ai parfois honte de parler beaucoup plus de ce genre de problèmes dans les milieux universitaires. Gestion d'argent, gestion du personnel. J'ai honte de parler de ça parce que les milieux universitaires, ce sont des endroits ou bien des lieux où nous devons parler beaucoup plus science. C'est comme ça que je ne vais pas trop m'attarder sur la question en rapport avec la gestion du personnel. Donc, je pense que je suis peut-être mal placé pour parler de la manière dont les agents sont gérés. Les mieux indiqués pour parler de la manière dont nous les gérons, ce sont eux-mêmes les agents. Donc, question paiement, question essayer de régler les conflits entre les agents. Je pense qu'aujourd'hui, nous le faisons correctement. Par là, je vais aussi saluer, encourager et féliciter les agents parce que vous devez savoir que pour redresser les choses, à la fois sur le plan de la gestion du personnel, il faut compter sur ces personnels eux-mêmes parce qu'il faudrait qu'ils veulent aussi participer au jeu, jouer franc jeu pour que nous puissions améliorer les choses. Et aussi un grand merci à mes étudiants, surtout à mes étudiants parce que je pense que l'identité que nous avions, que les gens ont donné à l'INBTP il y a de cela plus d'une année, 2 ans, c'était une identité vraiment erronée. Erronée dans le sens où tout le monde pensait qu'à l'INBTP, les étudiants sont des brigands, des bandits, des violents, de ceci, ainsi de suite. Mais je pense que tous ces mots, c'est à la suite d'un certain comportement, d'une certaine attitude qui était affichée au sein de l'université. Je pense qu'aujourd'hui, je peux le dire avec sincérité, qu'il y a eu vraiment beaucoup d'efforts qui ont été fournis par mes étudiants afin de pouvoir arranger leur cohabitation. Donc aujourd'hui, les étudiants savent qu'entre eux déjà, la question des conflits, du moment où on sait qu'il n'y a personne qui veut la mort de l'autre, il faut négocier, donc on finit par trouver des arrangements à l'amiable. Et ça, je salue les étudiants parce qu'il a fallu beaucoup de sensibilisation, pas seulement de la part de nous, comités de gestion, ou bien de la part de nous, gestionnaires, mais c'est aussi de la part d'un certain nombre d'étudiants qui se sont portés garants, volontaires pour arriver à sensibiliser leurs collègues afin que la cohabitation au sein de l'INBTP soit pacifique. Mais aussi la cohabitation entre les étudiants et l'extérieur, les étudiants de l'INBTP et l'extérieur. Donc depuis que je suis là, les rares incidents, donc ça fait 1 année au sein de l'INBTP, on n'a pas eu d'incidents. C'est vrai, là où il y a des gens, il ne manque jamais de problèmes, mais très rapidement, ils étaient prêts à régler leurs différends à l'amiable et passer l'éponge afin que nous puissions évoluer. Mais avec l'extérieur, à chaque fois qu'il y a eu des incidents, chaque fois c'était
des situations où mes étudiants ont subi peut-être des agressions à gauche, à droite, mais comme on s'est dit que nous devons changer notre identité, nous devons changer notre comportement, ils ont toujours eu ce courage ou bien cette force de pouvoir surmonter toutes ces situations. C'est comme ça qu'on a fait une année, bientôt là ça sera une année et un mois, sans incident à l'INBTP, à la fois avec les étudiants, mais également avec le personnel. Parce qu'avec le personnel, nous regardons dans une même direction. Et les points sur lesquels j'aimerais peut-être un peu m'apaisantir, c'est le volet académique et recherche. Mais avant cela, je vais briefer quelques mots sur la question des infrastructures au niveau de l'INBTP. Je pense que nous avons fait le tour avec vous. Vous avez constaté, malgré la propriété, malgré tout ce que vous avez vu à l'INBTP, l'INBTP est encore un grand chantier. Un grand chantier dans lequel nous trouvons des travaux qui sont réalisés avec l'appui du gouvernement, principalement à travers un projet initié par la présidence de la République, mais également il y a des travaux qui sont réalisés sur fonds propres. Sur fonds propres, avec l'appui de Kwasa du gouvernement, principalement avec le projet initié par la présidence, ce sont les auditoires ainsi que les laboratoires et les bureaux qui sont en train d'être réhabilités. En soi, comme je vous ai dit de l'autre côté, depuis 1960 que l'INBTP a été construit et 61 ouvert, donc nous n'avions qu'un seul bâtiment qui abritait des auditoires. Et à l'époque, si vous regardez les effectifs à l'INBTP, c'était moins de 2000 étudiants, parfois moins de 1000. Mais aujourd'hui, on est entre 9000 et 10 000 étudiants. Les bâtiments n'ont pas changé. Heureusement pour nous, nous avions eu la chance d'avoir le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a initié la réhabilitation et la construction de nouvelles infrastructures dans les milieux universitaires. Et l'INBTP, en tant que voisin naturel et voisin privilégié, a bénéficié d'un lot de travaux, notamment la construction d'un nouveau bâtiment qui abrite 4 auditoires d'une capacité d'au moins 1000 et quelques étudiants, et un amphithéâtre avec une capacité d'au moins 1000 étudiants et un home capable de recevoir au moins 400 étudiants, filles et garçons. Je vous rassure, les filles et les garçons sont séparés, ils ne sont pas tous dans le même bâtiment. Donc c'est deux bâtiments qui sont mis côte à côte pour abriter nos étudiants. Et à côté de ça, nous avons je pense qu'aujourd'hui, je peux dire que c'était une vision de génie, parce qu'on s'est dit, avec tout l'appui financier, l'appui infrastructurel que nous avons reçu de la part de la présidence, réhabiliter les auditoires, réhabiliter le home, réhabiliter les bureaux, réhabiliter le laboratoire. Mais il y avait un problème qui se posait, c'est où nourrir nos étudiants et où nourrir notre personnel. Si vous regardez la localisation géographique de l'INBTP, ne nous permet pas de faire n'importe quoi. Nous sommes dans un site qui est hautement stratégique, c'est le site qui est à côté de la résidence du chef de l'État. Donc ça signifie qu'il y a certaines activités que nous pouvons autoriser et d'autres nous ne pouvons pas autoriser. Donc si vous regardez l'emplacement des autres universités permet à ce que nous avons des exploitants, des commerçants qui sont tout autour des universités. Donc le fait que l'INBTP n'a pas eu cette possibilité d'avoir des exploitants tout autour de l'INBTP, donc c'est difficile pour nous de fermer tous les points de restauration qu'il y avait ici à l'intérieur de l'INBTP et envoyer les étudiants aller chercher la nourriture ailleurs. C'est comme ça qu'on s'est dit, avec la beauté que nous projetons après la fin de tous ces travaux, les restaurants que nous avions ici à l'INBTP n'étaient plus dignes d'une telle infrastructure. C'est comme ça que nous avons pris l'initiative de négocier, bien sûr, nous avions le plein droit de le faire avec toute brutalité parce que nous sommes à l'INBTP, c'est chez nous, mais on constate que les dames qui sont en train de vendre ici, non seulement ils nous rendent service, mais c'est aussi des Congolais et des Congolaises qui sont en train de chercher des moyens de subsistance. C'est comme ça qu'on les a approchés, parlé avec eux, qu'ils pouvaient patienter momentanément le temps que nous puissions arranger les espaces où ils viendront pour vendre. C'est comme ça que vous avez vu tous les espaces que nous avons construits, les 9 box que nous avons construits de l'autre côté, pour que ça puisse constituer des lieux de restauration pour nos étudiants ainsi que pour le personnel. Je vous garantis que le montant qui était payé avant, c'était $40 et après $30, après la réhabilitation, ça sera $50. Donc il n'y a pas eu de majoration, c'est presque gratuit. Pourquoi on a fait ça? Parce que si on augmentait le prix du loyer, ça aura une incidence sur le prix de la nourriture que nos étudiants devront manger. Et connaissant les modes de vie de l'étudiant congolais, on ne peut pas se donner ce luxe-là de pouvoir majorer les prix de la nourriture. Donc c'est comme ça que nous avons fait ces travaux de l'autre côté. Donc à côté de ça, il y a d'autres
travaux que nous avons fait, notamment la réhabilitation des toilettes, parce que j'ai l'impression qu'ici, chez nous, chaque fois quand vous avez des visiteurs, vous avez envie de cacher les toilettes, mais ici aujourd'hui, on les exhibe parce qu'on les a rendues propres et attirantes. Et ça, c'est vraiment les réalisations que nous avons eu à faire du côté des infrastructures. Alors, côté recherche, ce sont les points que j'estime très importants. En soi, dans les missions des universités, nous avons l'enseignement, nous avons la recherche et les services à la communauté. En ce qui concerne la recherche, déjà, je peux parler des différents projets de recherche qui sont menés à la fois ici à l'INBTP et en dehors de l'INBTP. Au niveau de l'INBTP, nous avons aujourd'hui l'école doctorale qui fonctionne, qui est en train de finaliser les séminaires avec la première vague qui a été recrutée. Et dans les personnels de l'INBTP, nous avons au moins 28 qui sont inscrits ici au niveau de l'école doctorale, donc ils sont en train de faire leur recherche doctorale ici au niveau de l'INBTP. Et quand vous voyez des gens qui sont en train de faire leur recherche doctorale, ça signifie que ce sont des projets de recherche qu'ils sont en train de mener. Et nous avons au moins une dizaine d'enseignants et chefs de travaux de l'INBTP qui sont en train de conduire leurs recherches en dehors du pays et d'autres ici au pays, mais dans d'autres universités. Depuis que je suis là, j'ai déjà reçu 4 docteurs. Donc il y a eu 4 docteurs qui ont terminé leur recherche doctorale. Et puis j'ai au moins 9 nouveaux docteurs qui attendent leur nomination en tant que professeur associé. Et j'ai au moins 7 à 8 qui sont en train de mener leur recherche en Europe. Donc il y a 4 qui sont à l'université de Mons. Il y a un qui est en Russie. Celui qui est en Russie, je vais vous donner pour essayer de vous faire comprendre toute la quintessence de nous acharner sur le volet recherche. Nous avons un doctorant qui est en train d'étudier en Russie et l'étude qu'il est en train de mener en Russie, c'est sur les granulats. Les granulats, ça signifie les roches qu'on utilise pour faire le béton. Aujourd'hui, moi, en tant que technicien, en tant qu'ingénieur, je sais que la qualité du béton que nous faisons est fonction de la nature des roches que nous utilisons pour le béton. Mais malheureusement, on a le même mélange à travers le pays. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec des ouvrages où vous utilisez des bétons avec des caractéristiques différentes. Donc lui, aujourd'hui, ce qu'il est en train de faire comme recherche, c'est étudier les caractéristiques de toutes les roches qui sont produites à travers la RDC afin de pouvoir connaître quelle doit être la composition du béton en fonction des spécificités des croissants des roches. Il y a des travaux des roches, notamment l'assistant qui était là, mon conseiller en ce qui concerne l'infrastructure. Il est en train de travailler sur l'utilisation des matériaux locaux. Vous savez, le projet des 145 territoires, c'est un projet très important, très bénéfique pour le développement de notre pays. Mais ce projet a souffert de beaucoup de choses, parmi lesquelles le retard dans la livraison des travaux. Mais si la plupart des travaux ont été livrés en retard, la première difficulté, c'est quoi? C'est l'accessibilité des matériaux de construction sur les sites de construction. On veut construire un centre de santé à Kabeaka-Mwanga, mais la question c'est que les matériaux qu'on doit utiliser pour construire le centre à Kabeaka-Mwanga n'existent pas à Kabeaka-Mwanga. Pour les transporter vers Kabeaka-Mwanga, il faut aménager la route qui prend les matériaux de là où ils sont produits jusqu'à Kabeaka-Mwanga. Alors ça c'est l'alternative, soit réhabiliter toutes les infrastructures routières afin d'acheminer les matériaux, soit arriver à développer les matériaux qui sont à Kabeaka-Mwanga pour qu'on arrive à construire avec les matériaux qui sont au niveau de Kabeaka-Mwanga. Donc aujourd'hui au niveau de l'INBTP, nous avons des projets qui sont en train d'étudier l'identification des matériaux qu'il y a dans les différentes provinces de notre pays, qu'il y a dans les différents territoires de notre pays, afin que nous soyons à mesure de construire chaque territoire avec les matériaux que l'on trouve sur place. Aujourd'hui, même quand vous allez aux États-Unis, vous trouverez certains territoires qui sont construits avec les bois. Mais regardez chez nous à l'Équateur, on a le bois presque partout, mais par moment vous trouvez des gens qui vivent à l'extérieur, donc qui n'ont pas d'abri. Et pourtant, on peut construire avec le bois. Aujourd'hui, on essaie d'identifier tous les matériaux qu'on a à travers notre pays afin de savoir comment est-ce qu'on peut les utiliser. Du côté aussi recherche. Du côté recherche, nous avons les laboratoires. Les laboratoires que nous avons ici à l'INBTP, c'est un outil didactique incontournable. On ne peut pas faire la formation des ingénieurs sans laboratoire, parce que le laboratoire nous permet de relier la théorie à la pratique. Relier la théorie à la pratique, j'ai donné un exemple. Vous avez un Chinois qui a marché pour construire un pont, il nous ramène une poutre pour
pour construire le pont. Avec le laboratoire, on a la possibilité de prendre sa poutre, la ramener au labo, essayer de tester si la résistance est conforme à ce qu'il a indiqué dans son cahier des charges. Donc ça, ce sont les améliorations que nous avions eu à faire du côté des recherches, et tous les labos que je suis en train d'évoquer, ce sont des matériels qui peuvent être évalués à plus d'1,5 million que nous avons ici à l'INBTP, qu'on a reçus depuis les années 2018-2019. Malheureusement, tous ces matériels n'ont jamais été mis en valeur. Et aujourd'hui, nous sommes en train de mener ce grand combat, de pouvoir redynamiser tout ce matériel. Ça nous prend de l'argent pour faire l'entretien, parce qu'il y a certains matériels qui sont tombés en panne. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été utilisé pendant plus de 2 ans, 3 ans. Et par moment, l'entretien d'un équipement vous coûte 5-10 000 $. Aujourd'hui, on est obligé de passer par là. Pourquoi? Parce que pour renforcer la qualité de l'enseignement que nous donnons ici, pour être en mesure d'accompagner réellement le gouvernement congolais dans le suivi des travaux qu'ils sont en train de faire, je pense que les laboratoires sont d'une importance capitale. Et aujourd'hui, sur fonds propres, on a aussi acquis certains matériels de laboratoire, notamment ce qu'on appelle les pénétromètres dynamiques. Ce sont des équipements qui nous permettent d'évaluer la résistance du sol. Vous voyez les bâtiments qui sont en train de s'écrouler à Kinshasa? Tout est parti de là. On constate que la plupart des bâtiments, certains bâtiments sont en train de tomber à Kinshasa par moment, faute d'études géotechniques. Parce que pour construire pour un client, quand on lui dit les études géotechniques vont vous prendre de l'argent, par moment ils négligent ça. Ils disent construire seulement. Mais comme on n'a pas étudié le sol, on construit un bâtiment, on a sous-estimé la fondation et du coup le bâtiment s'écroule. Et aujourd'hui, avec les équipements que nous sommes en train d'acquérir, ça nous permet de faire même des cartes de portance de sol dans la ville de Kinshasa, afin de rendre ça disponible, accessible pour tous qui sont constructeurs et tous ceux qui ont besoin de construire à travers la ville de Kinshasa. C'est pour aussi non seulement accompagner l'État, mais sécuriser notre population. Donc du côté de l'enseignement, aujourd'hui, comme je venais de passer de le dire, l'enseignement, pour renforcer l'enseignement, pour améliorer la qualité de l'enseignement, on n'a pas de magie à faire. Soit c'est faire appel aux outils didactiques, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui avec les laboratoires. Si nous avons insisté sur les laboratoires, c'est parce que ça nous permet d'améliorer la qualité de la formation. Mais c'est aussi la formation des formateurs. Tout ce que je venais d'évoquer, les enseignants qui sont en formation à gauche, à droite, c'est pour qu'eux soient formés et qu'à leur tour, qu'ils viennent assurer la relève en ce qui concerne la formation. Donc au niveau de l'INBTP aujourd'hui, on a moins de 25 professeurs à thèse qui sont ingénieurs pour à peu près 9 000 à 10 000 étudiants. Donc au total, on a à peu près 35 à 40 professeurs à thèse, donc tous ceux qui ont eu leur doctorat. Mais sur ces 40, on a à peu près 25, moins de 30 qui sont ingénieurs. Comprenez déjà que pour encadrer tous les 9 000 étudiants qui sont censés tous devenir des ingénieurs, ce n'est pas aisé. C'est comme ça qu'on a misé sur la formation des formateurs. Aujourd'hui, avec l'école doctorale dans laquelle nous sommes en train de mettre vraiment du sérieux, parce qu'on estime que ce n'est que par là que nous obtiendrons notre salut pour assurer la relève et la continuité de l'existence de l'INBTP. Le changement que vous avez constaté ici, il y a des choses qui ont nécessité l'argent et d'autres la volonté. La question des produits, il y a d'abord la volonté qu'il faudrait que nous puissions voir. Comment chercher à mettre en exergue les compétences locales. Donc, ce que nous avons comme produit de l'INBTP. Et la politique que nous avons mise ici, au niveau de l'INBTP, c'est de faire en sorte déjà que l'INBTP puisse aussi s'imposer dans le domaine, sur le marché. C'est vrai, nous n'avons pas à concourir comme les entreprises privées, tout ça, ainsi de suite. Mais je peux vous dire que l'État a plus à économiser et a plus à capitaliser si jamais l'État s'appuyait sur l'INBTP pour la réalisation à la fois des études ou bien par moment le suivi de certains travaux. Quand même vous parlez des expatriés qui sont en train de réaliser les travaux, les expatriés n'ont que la maîtrise des capitaux. Ils viennent avec les capitaux et les capitaux leur permettent de satisfaire aux conditions de soumission de certains marchés, ce qui casse directement les nationaux. Mais quand vous allez sur les chantiers qui sont détenus par les capitaux, les étrangers, ce sont les nationaux qui réalisent les travaux. Allez sur les chantiers des Chinois, la main-d'œuvre, vous allez trouver, sont des Congolais. Les gens qui supervisent les travaux, ce sont des Congolais, sont des ressortissants de l'INBTP, sont les ressortissants de l'UNIKIN. Donc la question, c'est qu'il faudrait que nous puissions assouplir les mécanismes d'octroi des marchés pour essayer de voir, ça ne sera jamais un péché si nous favorisons les nationaux.
Donc je pense que nous devons essayer de voir quelles sont les politiques que nous avons mises en place et qu'est-ce que nous voulons exactement. Je peux vous rassurer, je prends l'exemple, quand vous regardez des projets qu'il y a ici à travers le pays, il y a des projets pour lesquels on vous a dit que rien que les études ont été évaluées par moment à plus de 5 millions de dollars. Je n'ai pas dit la réalisation. Les études à plus de 5 millions de dollars. Le suivi des travaux à plus de 10 millions de dollars. Il y a des travaux qui ont été réalisés dans ce pays dont le montant des études 5 millions et le suivi 10 millions. Mais je vous dis que les gens qui ont fait ces études, je peux vous dire dans la plupart de ces projets, peut-être 60%, 70% des gens qui ont mené ces études, ce sont les fils d'ici. Déjà, en ce qui concerne les filières organisées à l'INBTP, je peux dire qu'on a deux grandes familles. On a la famille des géomètres topographes et on a la famille des ingénieurs BTP, qu'on peut prendre ingénieur civil, tout ça, ainsi de suite. Dans la famille des ingénieurs BTP, nous avons le génie rural, ce qu'on peut qualifier de l'ingénierie en milieu rural. Nous avons l'hydraulique et environnement, où nous avons les gens qui sont spécialistes en hydraulique, donc dans les ouvrages hydrauliques, notamment les barrages, les stations de captage, l'alimentation en eau potable que la régie des eaux fait, les forages, l'assainissement, tout ce que vous voyez avec l'hydraulique. Et puis nous avons ceux qui continuent avec les TP. Alors dans les TP, il y a des sous-branches, il y a ceux qui font l'infrastructure de transport, il y a ceux qui font la géotechnique et ceux qui font la structure. Et du côté GT, la grande famille GT, nous avons ceux qui font la cartographie, cartographie géomatique, et il y a ceux qui font aussi l'aménagement. Donc c'est plus ou moins les filières que nous avons ici. Maintenant, en ce qui concerne les débouchés, nos produits, d'ailleurs la plupart de ceux qui terminent, c'est vrai, peut-être il y a des gens qui chôment, mais les ressortissants de l'IBTP, beaucoup ne chôment pas. Beaucoup ne chôment pas, soit ils sont eux-mêmes entrepreneurs, soit ils sont eux-mêmes, parce qu'ils commencent même avec les chantiers des membres des familles. Donc on construit les maisons de nos membres de quoi ça, des familles. Vous avez la régie des eaux, la SNEL, l'office de route. Quand vous avez l'office de route, l'OVD, ce sont des entreprises aujourd'hui, je peux même réclamer peut-être 50% de tous ceux qui sont cadres de l'autre côté. C'est nous qui fournissons des ingénieurs à ces entreprises-là, la CGT. Donc, ainsi de suite. Donc, en termes de débouchés, il y a beaucoup d'opportunités de travail dans les milieux ruraux, dans les routes. Donc, nous avons beaucoup de débouchés. La question des services à la communauté, premier exemple, c'est les ponts qui a été réalisé par mes étudiants. Donc, pour vous dire aujourd'hui que le gouvernement peut se décider. En soi, ici, je vais dire, c'est aussi un message que je passe au gouvernement. Les faits précèdent les textes. Il existe aujourd'hui des textes dans notre pays, mais on peut faire des faits qui changeront un jour les textes. Est-ce que nous sommes censés lancer les appels d'offres pour tous les marchés? Est-ce que l'État ne peut pas faire certains travaux en régie? Et si l'État doit faire certains travaux en régie, quelles sont les structures avec lesquelles l'État peut faire les travaux en régie? Parce que nos universités sont des structures étatiques. Donc l'État peut nous utiliser pour faire certaines activités, notamment la construction, le suivi des travaux. Je peux vous donner un exemple. J'ai dit le pont, c'est un premier exemple. Et aujourd'hui, au moment où je suis en train de vous parler, si vous regardez ces derniers temps, il y a curage des cours d'eau et curage des collecteurs à l'échelle de la ville de Kinshasa. Et le ministère provincial des ITPR a recruté des étudiants de l'INBTP. C'est eux qui sont en train de travailler matin, midi et soir. Parce qu'il y a un groupe qui travaille le matin, un groupe qui travaille les après-midi et ceux qui travaillent même la nuit pour superviser les travaux de quoi ça, des dragages, des cours d'eau et des curages des caniveaux. Bien sûr, c'est fait non seulement par les étudiants de l'IBTP, je pense aussi nos amis de l'UNIKIN font partie de ces étudiants-là. Et à côté de ça, l'année passée, les étudiants de l'INBTP ont fait encore un travail sur à la fois l'auscultation de la voirie urbaine dans la commune de la Gombe. Si vous avez vu, l'avenue de la Justice et certaines artères de la Gombe ont été réhabilitées. Mais avant la réhabilitation, il fallait mesurer la longueur de la voirie. Il fallait étudier, faire l'auscultation. L'auscultation, c'est comme vous allez pour un diagnostic à l'hôpital. Donc le médecin vous fait des analyses pour avoir de quoi vous souffrez. Nos étudiants ont fait ces diagnostics. Ils ont fait un rapport au ministère provincial des ITPR. C'est sur base également de ces rapports que le ministère a pu organiser les travaux de réhabilitation. Madame.
rendre heureux. Par nos souhaits, nos prières, nos vœux de bonheur, de tout cœur, joyeux anniversaire. En ce jour si spécial, c'est mon cœur qui te parle. Nous te souhaitons tous les bonheurs du monde, longévité, prospérité. We love you so much, love you so much. Mesdames et messieurs, nous voici arrivés à la fin de votre point de presse qui a été organisé au sein de l'Institut national du bâtiment et des travaux publics. Nous avons évidemment échangé avec le directeur général sur plusieurs questions. Je pense que vous nous avez bien suivis. Prenons un autre numéro à la prochaine édition. Quant à moi, je vous dis merci infiniment de nous avoir suivis.